Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film et pas n'importe quel film. Il est sorti le 24 décembre 2025 et il s'appelle La femme de ménage. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que justement c'est peut-être l'un des livres, si ce n'est le livre le plus vendu l'année dernière. C'est un best-seller écrit par Freda McFadden et comme tout livre qui a eu son succès, il est très souvent adapté au cinéma par la suite. Et là, ça n'a pas traîné. On a déjà une adaptation avec Sydney Sweeney et Amanda Seyfried, réalisée par Paul Feig. Avant d'aller plus loin, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner et à également aller en description. En première ligne, il y a toujours le tournoi des films de 2025 qui continue. Vous avez juste à cliquer sur le lien, à sélectionner le film que vous préférez parmi tous les matchs et ensuite on passera au tour suivant pour la vidéo qui sortira le 25 janvier 2026. Bon, maintenant, La femme de ménage. Avant de parler du film, on va un petit peu parler du bouquin. Parce que c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est que ça fait partie des rares livres, si ce n'est peut-être le seul livre que j'ai lu avant qu'il sorte au cinéma. Même les Harry Potter, par exemple, j'ai lu les livres, seulement les 3 premiers en plus, après avoir vu les films. Je suis pas un très grand lecteur, voilà, mais je me suis dit, pour une fois, ça vaut peut-être le coup de le faire. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce bouquin, La femme de ménage, best-seller qui a été vendu à je ne sais combien d'exemplaires. Pendant un moment, je le voyais partout, que ce soit dans les transports, à l'école, en story Insta, au moins une voire 2 fois par jour. Il était là dans ma vie et je me suis dit, bon, à un moment, moi aussi, il faut que je le regarde et que je me fasse mon propre avis dessus. Eh bien, j'ai bien fait parce que malgré toutes les critiques positives, j'ai pas vraiment aimé. J'ai pas vraiment aimé parce que je trouve que il y a plusieurs points qui vont pas, malgré que vers le milieu du livre, pardon, c'est très intéressant. Ça te redonne un engouement, une énergie pour aller au bout de celui-ci. Mais j'avoue que des fois, il y a des moments d'atmosphère qui sont un peu étranges dans le film, mais tu sens dans le livre. J'ai trop l'habitude de regarder des films. Mais ouais, ces moments, ils sont pas très bien posé, t'as l'impression que quand il y a des situations qui ne suscitent aucun suspense, des fois on va t'en mettre juste un petit sur le dernier paragraphe, histoire que t'aies envie de lire directement le chapitre suivant. Mais c'est juste pour ça. Il y a rien en soi qui ne nécessitait ça. Donc voilà, ça c'est plutôt au début et vers la fin, bah, je sais pas, j'ai trouvé ça assez ridicule, assez décevant. Il y a rien qui termine en apothéose ou quoi. Ça m'a dérangé. J'ai pas forcément kiffé l'œuvre en elle-même. Peut-être que j'irai les prochains, ou peut-être pas, je sais pas, on verra bien. En tout cas, ça a plu à beaucoup de gens, d'où le film qui a été réalisé par Paul Feig, avec Sydney Sweeney et Amanda Seyfried. Paul Feig, je rappelle, c'est le réalisateur qui a réalisé entre autres Spy, sorti en 2015, avec Melissa McCarthy, Jason Statham et Jude Law, un film d'espionnage, action comédie assez drôle. Enfin, moi ça m'a fait rire. C'est assez barré. Les premières fois ça te fait rire, après peut-être qu'à un moment tu t'en lasses, mais voilà, moi j'avais bien apprécié cette expérience. Et il avait également réalisé en 2016 Ghostbusters avec un casting les Ghostbusters 100% féminine. Féminin? Féminin. Maintenant, parlons du film La femme de ménage en lui-même. Qu'est-ce que j'en ai pensé? L'avantage, c'est que du coup, je connaissais l'histoire, donc j'ai clairement pu juger directement si c'était ou non une bonne adaptation grâce au bouquin. On va commencer par la maison et je dois dire que j'ai été plutôt agréablement surpris par celle-ci. C'est un endroit, un lieu qui est limite un personnage puisque tout se passe à l'intérieur de cet endroit. On est presque dans un huis clos pendant 2h15 de film. Et donc, quand c'est le cas, il faut vraiment pas se tromper sur le lieu dans lequel tu tournes. Quand j'ai vu l'extérieur, j'ai été assez surpris. On comprend directement qu'on est
dans une famille riche, surtout avec le portail et ce logo de la famille, ça c'est le truc typique des riches, donc ça c'est une bonne idée. Mais la maison en elle-même, j'étais assez surpris. Je m'attendais à quelque chose qui est très carré, très grand, très luxueux, qui ressemble presque à un palace et qui donne ce sentiment de inaccessible. Genre, il faut être vraiment milliardaire, avoir des sous à ne plus savoir quoi en faire pour avoir ce genre de maison. Et ben, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. On est plutôt sur une grande maison, ça il y a pas à dire, mais très mignonne, très sympa, presque chaleureuse d'extérieur. T'as vraiment envie d'y rentrer, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et qui ne respire pas la richesse non plus. C'est très grand quand ils ne sont que deux à y vivre, enfin trois avec la fille de Nina. Oui, c'est énorme, c'est beaucoup trop pour trois personnes. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dit que voilà, c'est pas démesuré non plus. En revanche, pour l'intérieur, on est exactement sur ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire des pièces immenses. Tout est parfait, tout est beau, tout est clean, tout est blanc. Et ouais, l'image que je vous propose là, elle est vraiment représentative de ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire, bah là, on voit hein, juste l'îlot, il y a un étage, un escalier. Tu te demandes s'il n'y a pas une pièce sur la parfaite gauche de celui-ci. Et on voit ne serait-ce que 4 pièces là. Enfin, ça paraît impressionnant et on a nos personnages en fond, au centre de l'image, qui sont tout petits par rapport à l'espace dans lequel ils entrent, quoi. Donc ouais, là-dessus, j'ai vraiment kiffé. Par contre, là où j'ai été moins fan, c'est pour le grenier, qui est un endroit très important dans le film, qui est plutôt bon par rapport à ce qu'on en dit dans le livre, mais un peu trop grand. Un peu trop grand parce que c'est quand même décrit comme quelque chose qui est à peine plus grand qu'un placard pour ranger ses documents. Je veux dire, moi, si j'ai un placard comme ça, avec plaisir, je dors dedans. Je rechigne pas, hein. Franchement, c'est plutôt luxueux comme placard. Bref, maintenant qu'on a parlé de la maison, on va s'attaquer directement au début du film. Je vais les prendre par partie. Je vais séparer le film en deux parce que il y a vraiment une moitié qui est intéressante et une moitié qui est pas bonne. On va commencer par la pas bonne parce que c'est le début du film et que voilà, on a voulu être peut-être un petit peu trop fidèle à l'œuvre. On va te balancer énormément d'informations, peut-être un petit peu trop, mais c'est surtout que c'est pas fait correctement. Le truc, c'est que tu as besoin de ces informations pour suivre l'histoire, mais on va pas trouver le moment juste pour te la distribuer. Par exemple, je vais prendre un film qui s'appelle Wake Up Dead Men, réalisé par Ryan Johnson, qui est sorti sur Netflix. Je vous en ai parlé dans la vidéo du top 10. Là, ce qui était bien, c'est que il y a là aussi beaucoup d'informations à transmettre pour que le spectateur puisse suivre toute l'histoire. Cependant, on a pris 45 bonnes minutes pour poser la situation, telle personne, avec telle séquence, pour vraiment que même le spectateur puisse faire cet effort d'enquête pendant qu'il regarde le film et puisse passer un bon moment. Là, le truc, c'est que t'as l'impression qu'on n'a pas le temps. Ok, on a 2h15. Il faut que le spectateur sache ça, 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 ça. Et ensuite, on est tranquille, il va pouvoir comprendre. Qui fait que des fois, ça n'a pas de sens, c'est très décousu. Il y a même un moment où, bah, je vais prendre un exemple du film, c'est pas un spoil, vous inquiétez pas. C'est quand Sydney Sweeney, donc Millie, se fait embaucher, elle est toute contente, elle pose ses affaires à l'étage, elle dort, elle commence à travailler le lendemain matin, elle descend pour la première fois pour faire le ménage dans la cuisine, que Nina lui fait déjà un reproche comme quoi elle lui aurait paumé je sais plus, c'est un discours. Et le truc, c'est que Millie n'est jamais allée dans la cuisine depuis le début du film, donc on sait que on a voulu gagner du temps, on a voulu placer le fait que peut-être la Nina elle était un peu folle sur les bords, peut-être que Millie ça allait être un peu la victime de l'histoire.
Mais du coup, ça n'a aucun sens, ce n'est pas justifié et c'est assez grossier. Quand tu as lu le bouquin, c'est assez grossier comment c'est posé. Tant que je suis avec les actrices, on va continuer avec elles parce qu'elles ont été vivement critiquées. Enfin, le choix de les avoir pris a été critiqué puisque Sydney Sweeney et Amanda Seyfried sont jugées comme ne pas étant assez représentatives des personnages décrits dans l'ouvrage de Freda McFadden. Normalement, Millie, elle est assez discrète, elle est pas censée être séduisante, si on peut dire ça comme ça, et Nina est censée être un peu ronde, même grossir au fur et à mesure du film, enfin, des choses comme ça, quoi. Et quand vous regardez le film, c'est pas forcément le cas. Sydney Sweeney est connue quand même pour être une très jolie actrice. Amanda Seyfried est jolie aussi. Du coup, t'en as, ils se disent, ouais, mais du coup, la relation de jalousie fonctionne pas forcément, machin. Ça fonctionne pas. Mais, faut pas oublier deux choses. C'est que là, les deux actrices, elles ont quand même des points communs. Physiques. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça permet de conduire à la deuxième partie du film. Donc pour ça, c'est déjà un bon choix de casting. Et la deuxième chose, pour ceux qui s'attaquaient particulièrement à Sydney Sweeney, et faut le dire pas de manière très juste, c'est que le personnage de Millie, qu'il soit séduisant ou pas, ça peut passer par la tenue. Hein, elle a jamais des tenues qui la mettent en valeur dans l'histoire. Ça reste une fille qui, pendant l'ouvrage, doit quand même faire tomber sous son charme son patron. Donc elle doit être un minimum séduisante, je pense. C'est pour ça que, à mon sens, ces critiques sur le casting sont pas vraiment recevables. Et même pour le gars, Andrew, c'est plutôt bien casté. Le problème avec son personnage, c'est que il est à l'image de la première partie, il est mal introduit, quoi. Il est mal introduit, qui fait que il y a un truc bizarre qui se dégage de lui et qui trahit un petit peu tout son arc narratif qui va passer derrière, qui peuvent nous faire comprendre la tournure des événements qui vont avoir lieu prochainement. Maintenant qu'on a assez dit de choses négatives sur le film, il faut quand même penser au positif. Et paradoxalement, les choses positives, c'est les prises de liberté du réalisateur. Parce que franchement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dans le bouquin, la fin, même milieu fin du bouquin, est très comique, ridicule. Ça ne devrait pas l'être, mais ça l'est, et qui fait que tu perds tout intérêt à lire. Là, on a changé quelques points qui sont très intéressants, qui fait que, voilà, à partir de 1h15 de film, ça aura mis le temps, mais là, j'y ai cru. Là, j'étais dedans. Et là, je me suis dit, OK, là, c'est cool ce que je vois. J'ai eu de l'attention à la fin. Une fin en apothéose, un petit climax bien ficelé qui m'a fait plaisir et où j'ai ressenti des émotions. J'ai eu du stress, j'ai eu de la peur, j'ai eu un peu de dégoût. Donc là, vraiment, j'en ai eu pour l'argent et je peux dire que le film, sur cet aspect-là, est meilleur que le bouquin. Malheureusement, la conclusion finale reste la même, surtout sur un point de vue. Je parle pas du dénouement de chacun de nos personnages, mais je parle de la situation en elle-même, comment ils arrivent à se dépatouiller à terme de tout ça. C'est un peu facile, c'est un peu décevant, mais ça reste fidèle à l'œuvre. Donc maintenant, la question se pose. Est-ce que une bonne adaptation, c'est quelque chose qui respecte l'œuvre trait pour trait? Ou alors c'est un réalisateur qui prend des libertés, qui ajoute sa patte à l'œuvre originale pour en faire un film singulier. Voilà, c'est la question que je vous pose. Vous pouvez y répondre en commentaire. Moi, personnellement, je suis plutôt de la deuxième partie, mais c'est mon point de vue. Et donc, pour conclure avec ce film, La femme de ménage, il y a quand même une moitié de film qui est pas bonne, une moitié de film qui est bonne. Donc, la note finale est assez cohérente et elle est de 10/20. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Si vous avez eu ce film, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez vu le livre également. On n'oublie pas
première ligne de la description, le tournoi des films 2025. Et sur ce, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'un sujet que j'ai très hâte d'aborder avec vous parce qu'il est important pour moi et pour une plateforme en particulier. J'en dis pas plus. À très bientôt.